Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors comme d'habitude, je remercie toutes les personnes qui ont liké, qui se sont abonnées, qui ont commenté, qui ont partagé. Franchement, ça fait super plaisir. Pour tous les autres, si jamais le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker, à commenter et à me faire des suggestions dans les commentaires. Dans cette vidéo aujourd'hui, vous allez voir mon petit nouveau qui est arrivé il y a quelques jours. Et on va procéder au nourrissage, puis je vais vous parler un petit peu de l'espèce. Alors, il y a une partie de la vidéo que j'avais déjà tournée en amont à son arrivée pour lui foutre la paix, parce que les serpents, quand ils arrivent, on leur fout la paix. Et du coup, il y aura un petit décalage entre le début de la vidéo et la suite de la vidéo. La suite de la vidéo, je la tourne aujourd'hui même, donc ça explique un petit peu le décalage. Les amis, le petit, ça fait une bonne demi-heure qu'il est dans la boîte, dans la pièce, qui s'acclimate tout doucement aux températures de la pièce. Donc je vais vous le montrer. Franchement, je suis trop content. C'est un petit, il est magnifique. Il est magnifique sur photo de ce que j'en ai vu. Mais je suis vraiment trop content parce que ça faisait un moment que j'en cherchais un. Et au final, je finis par trouver mon bonheur. Donc voilà. Du coup, emballage, boîte en polystyrène, toujours pour le transport d'animaux vivants. Ça permet de maintenir la température à l'intérieur de la boîte sans forcément galérer. Des petites plaques pour la température, la chaufferette très important et surtout l'essentiel, mon nouveau bébé qui est absolument pas froid. Bon là la lumière lui rend pas justice, vraiment la lumière lui rend pas justice. Hop, il est magnifique, vraiment magnifique. Hop, je vais le poser là. Le voilà le bébé. Donc c'est un boa qui est né en 2022, qui est hippo et albinos, possible blue de léopard. Alors comme je vous l'ai dit, moi la génétique, ça m'intéresse pas forcément, c'est pas un truc qui me fait kiffer. Là sur la petite feuille, on a les prises de repas, donc on voit qu'il a quand même bien mangé. Et puis maintenant, je vais le sortir et puis je vais le mettre dans son terrarium. Alors, comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur l'injus, oui, il y a des gens que ça fait rigoler les gants, il y a des gens qui se foutent de ma gueule à cause de ça, c'est pas grave. Je préfère éviter de faire une connerie avec un animal qui vient d'arriver, plutôt que de faire une connerie sur une manipulation, de le marquer et que derrière ça se passe mal. Surtout que les petits boas juvéniles ont la réputation d'être vite stressés et assez rapidement mordeurs. Donc là, bon, il a voyagé à des températures qui étaient convenables, mais c'est pas ces températures de vie en temps normal. Donc ça devrait bien se passer, il devrait être calme, mais on sait jamais. Hop, les petites agrafes. Voilà. Donc le premier contact à la maison, ouais, chez moi, ça se fait toujours avec un gant. Parce que je sais pas du tout comment l'animal peut réagir. Après, il a l'air d'être plutôt cool. Cool. Un peu stressé, mais ça va. Regardez-moi la beauté. Il est magnifique. Il est vraiment sublime. C'est ça que j'aime chez les boas, c'est la forme du corps, c'est leur tonicité, c'est vraiment des serpents. Alors ça peut faire des grandes tailles, mais ça je vous en parlerai dans la vidéo de présentation. Mais c'est vraiment des serpents qui sont cool une fois qu'ils ont grandi. Petits, c'est des vraies pestes, on a vraiment un changement de comportement qui est assez impressionnant. Mais c'est des animaux que je trouve vraiment magnifiques. Et franchement, je kiffe. Il est d'une couleur saumonée sublime. Franchement, c'est Noël pour moi là. C'est vraiment Noël pour moi. Bon, je vais pas l'embêter plus longtemps, je vais le mettre dans son terra. Donc voilà, on se retrouve quelques jours après son arrivée. Donc généralement on dit qu'un serpent, il faut lui foutre la paix entre une semaine et 15 jours après son arrivée dans son nouvel environnement. Moi personnellement j'ai toujours nourri une semaine après l'arrivée, j'ai jamais eu de problème. Par contre ce que je fais systématiquement, c'est que je nourris l'animal avec des proies plus petites que ce que lui donnait son ancien propriétaire. Tout simplement parce que le stress engendré par le changement d'environnement, le voyage, tout ça, peuvent provoquer des régurgitations et ça on veut pas. Donc là, il était nourri sur du rat de 50 grammes. Moi, je vais lui donner un rat de 30 grammes. C'est plus petit, certes. Je lui en redonnerai un petit peu plus gros la prochaine fois. Mais voilà, je préfère éviter les régurgitations. Et au niveau de son installation, c'est du basique. C'est un nouvel arrivant, donc chauffage par lampe. Voilà, relié à un thermostat.
Régler la journée à 31 degrés, la nuit je fais une baisse du point chaud à 26 degrés, vu que c'est un thermostat qui coupe, on descend à 25, on remonte à 26,2 et ça fait ça toute la nuit. Et la journée, on est entre 30 et 31 degrés. Il a une cachette pour pouvoir se planquer, donc une partie de la cachette est exposée à la chaleur, l'autre pas. On a une gamelle d'eau propre où l'eau est changée tous les jours. Substrat, comme je vous disais, c'est du snake bedding. Donc pourquoi le snake bedding? Parce que c'est simple à nettoyer et que le temps que je sois sûr que niveau santé, même si je suis quasi sûr que niveau santé, il n'a rien, c'est plus facile de surveiller que si je le mettais directement dans un terrarium naturel. Et l'avantage de ce substrat, c'est que même s'il s'accroche dans la proie, il reste digeste. Il n'y a pas de risque d'occlusion intestinale. Alors forcément, s'il s'agglomère, vous avez 1 kg sur la proie, c'est pas bon. Le but, c'est vraiment de donner une proie qui ne représentera aucun danger pour votre animal. Donc, je laisse quand même sécher la proie 2 minutes à l'air libre pour pas que ça soit trop humide non plus. Mais j'ai jamais eu aucun souci comme ça et les animaux s'en sont toujours bien portés. Et du coup, je vais vous parler un petit peu du boa imperator en captivité. Alors, le boa imperator est un serpent de la famille des boïdés. Donc dans cette famille, vous allez retrouver boa imperator, boa constrictor, Corallus hortulanus, Corallus caninus, Bastésie. Vous allez retrouver aussi tout ce qui est Gongliophis, Lycanura trivirgata, Eunectes murinus, Eunectes notaeus. Enfin bref, vous avez une multitude de serpents. On retrouve moins de boas dans l'ancien monde que dans le nouveau monde. Ensuite, il y a des caractéristiques physiques assez notables. Et je vais profiter du fait que ma mémère soit sortie pour vous les montrer. La première caractéristique physique qui va les différencier des pitons, c'est la forme du museau. Les boas ont un museau carré. Les pitons vont avoir un museau beaucoup plus arrondi. Après, il y a le mode de reproduction, mais ça, si on n'a jamais vu un boa ou un python reproduire, on ne peut pas le savoir. Donc les boas sont ce qu'on appelle ovovivipares, c'est-à-dire que les femelles vont conserver les œufs à l'intérieur de leur corps et vont faire éclore les petits à l'intérieur de leur corps et donneront naissance à des petits tout formés. Les pitons, quant à eux, alors là on ne le verra pas mais c'est dommage, c'est pour vous illustrer un petit peu tout ça. Les pitons, quant à eux, vont pondre des œufs et vont couver les œufs jusqu'à éclosion. Il y a une autre chose assez intéressante qui est observée et qui différencie ces deux espèces. Les pitons, une fois les petits éclos, vont se barrer et vont les laisser seuls face à eux-mêmes, alors que les boas, eux, vont rester un petit moment auprès de leurs petits et vont les protéger. Donc tous ceux qui viennent me dire que tous les serpents n'ont pas d'instinct maternel, je vous réponds c'est faux. Et ça a été prouvé. Dans la nature, on a déjà trouvé des femelles Eunectes murinus à côté de leur portée, et il n'y avait pas intérêt à s'approcher parce que sinon vous vous faisiez défoncer. Bon après, mis à part les quelques différences que je vous ai citées, il n'y en a pas d'autres. Les deux font partie de la grande super famille des boïnés, et c'est tout. Alors, les fossettes thermosensibles. Les pitons ont des fossettes thermosensibles qui sont bien visibles. Pour beaucoup, les boas n'en ont pas, mais ça a été prouvé qu'en fait si. Les boas ont de toutes petites fossettes thermosensibles, et en fait ça dépend des espèces. Vous avez des espèces comme les Corallus par exemple, qui eux vont avoir des fossettes thermosensibles hyper développées, et d'autres beaucoup moins. Des scientifiques ont fait des expériences et ont donné des proies à des températures différentes aux boas. Ils ont constaté que les boas réagissaient beaucoup plus à une proie chaude qu'à une proie tiède voire froide. Donc ça laisse à suggérer qu'ils répondent aussi à ce facteur thermique. Pour ce qui est de la taille des boa imperator, donc on entend souvent parler de taille de 2,50 m à 3 m, alors c'est vrai, mais en fonction des localités, on peut avoir des espèces un petit peu plus petites. Je vous donne un exemple, il y a quelques années en terrariophilie, il y avait ce qu'on appelle le Croulquet qui était à la mode. C'est une localité de boa nains, on était plus sur des individus qui tapaient dans les 1,20 m, 1,30 m, allez 1,50 m grand max. Mais on était loin des tailles de boa imperator. Donc du coup, les tailles vont être variables. Et même dans la même espèce, les tailles vont être variables. Vous avez des femelles qui vont atteindre 1,80 m et qui se porteront très bien. Et vous en avez d'autres qui vont atteindre 2,80 m et qui deviendront énormes. L'avantage du boa, c'est qu'en France, vous pouvez le maintenir sans certificat de capacité ni AOE, tant que vous respectez le quota de 3 individus. Attention, la loi a changé. Maintenant, même les juvéniles reproduits à la maison font partie du quota. Donc si vous voulez reproduire boa imperator à la maison, il vous faudra automatiquement passer votre CDC et AOE. Et boa imperator est une espèce assez prolifique.
Les femelles sur une portée peuvent donner naissance jusqu'à une cinquantaine de petits. Il me semble que le record que j'avais vu, c'était pas loin de 80, donc on a quand même une espèce très prolifique et qui se porte relativement bien. C'est pas compliqué à démarrer. Le seul inconvénient que vous allez avoir, c'est replacer les petits, donc réfléchissez bien avant de vous lancer. Les boa impérators font partie des serpents les plus reproduits en captivité de nos jours. Donc si vous voulez vous lancer, c'est parce que vous avez un projet solide et costaud et que vous pourrez leur offrir des structures adéquates. Certes, les petits vont pouvoir être maintenus quelque temps dans un terrarium plus petit, mais une fois adultes, vous allez en faire quoi? Pour un boa, il faut savoir que la taille recommandée de terrarium est de 2 mètres par 1 mètre par 1 mètre. Mais si vous avez une femelle qui approche des 3 mètres, ce sera clairement pas suffisant. L'espérance de vie de ces serpents en captivité est établie autour de 20-30 ans, mais on a des records, je crois que le plus vieux c'était 37 ans. C'est des serpents qui sont accessibles aux débutants à partir du moment où ils auront les moyens de leur donner de l'espace et surtout de la patience. C'est des animaux qui petits vont être très craintifs, très peureux et du coup vont avoir un caractère irascible. Donc ne vous étonnez pas, ils risquent de vous strike, mais il faudra être patient et y aller tout doucement. C'est vraiment des serpents où il faut y aller mais vraiment tranquille. Vous n'êtes pas en face d'une Pantherophis guttatus qui est née en captivité. Et je précise bien né en captivité parce qu'à la maison j'ai un Pantherophis guttatus qui vient d'un prélèvement, c'est pas du tout le même caractère. Lui, dès qu'il peut me choper, il va me choper. Mais je leur en veux pas, c'est normal, c'est le comportement de ces animaux. C'est parti, je vous emmène, on va chercher la nourriture, la mettre à décongeler. Donc, petit rat de 30 grammes. Comme je vous ai dit, je veux pas donner trop gros, c'est pas le but. Et puis, de toute façon, je nourris jamais trop gros parce que c'est pas très bon pour eux. En captivité, en tout cas, dans la nature, ils ont l'opportunité de pouvoir se déplacer, se dégourdir, enfin se dépenser beaucoup plus qu'en captivité. Donc donner le même type de proie qu'en nature, c'est pas forcément très bon et ça risque de rendre nos serpents obèses. Donc là, avec mon super robinet qui fuit, je vais mettre la proie dans l'eau. Alors pour l'eau, moi ce que je vous recommande, c'est de ne surtout pas plonger votre proie dans une eau bouillante. Là, l'eau est chaude, mais pas bouillante. Tout simplement parce que sinon, ça va faire cuire votre proie. Déjà, elle ne sera pas correctement digérée par votre animal. Mais en plus, quand on est sur des constricteurs comme ça, il risque de se passer une chose qui n'est pas agréable. C'est que si la proie est trop chaude, avec la puissance de l'étreinte, votre serpent va la faire péter. Et là, vous allez vous retrouver avec des boyaux de partout. Donc, température de l'eau, moi je recommande eau chaude sans qu'elle soit bouillante. Je vérifie systématiquement que la proie soit bien décongelée avant de la servir. Alors, il y a des serpents pour lesquels je les sèche, d'autres pas forcément. Lui, pour son premier repas, je ne vais pas la sécher parce que l'odeur va être encore plus marquée. Donc, il y a plus de chances qu'il déclenche. Et généralement, ça réussit assez bien comme ça. Après, une fois qu'ils ont pris l'habitude, le rythme, je sèche les proies. C'est en train de décongeler tout doucement. Donc, une fois que c'est décongelé, on passe au nourrissage. Et je vais vous expliquer un petit peu ce qui se passe pendant qu'il chasse et qu'il se nourrit. Bon, du coup, je vous ai fait un peu languir. Donc, je vais vous montrer un petit peu comment se porte le nouveau. Donc on se retrouve dans son terrarium. Donc vous voyez, ça c'est ma sonde de thermostat. Alors, je l'accroche pas tout simplement pour éviter les accidents. Je la pose et je m'arrange pour qu'il n'y ait pas trop de longueur, qu'il ne puisse pas la traîner dans tous les sens. Après, vous avez la sonde du thermomètre qui me donne des informations sur la température. Et après, eh bien, on retrouve hop. Donc notre nouveau pensionnaire qui peut avoir des réactions assez vives, parce que là je le dérange. Mais vous voyez, si vous y allez tout doucement, c'est des serpents qui sont relativement cool et calmes. Et lui, je me demande même s'il n'est pas en train de me préparer une petite mue. Parce qu'il a ces couleurs qui ont terni. Alors, j'ai une petite théorie sur la mue des serpents. Pour moi, les serpents ne muent pas juste quand ils grandissent, mais également quand ils changent de territoire. J'ai pu constater, suite au changement de terrarium de certains de mes serpents, que systématiquement ils muaient. Et là, vous voyez, ça se confirme, parce que lui, c'est pareil, il est en train de se ternir. Donc je me demande s'il ne prépare pas une mue. Alors ce serait peut-être aussi une façon pour eux de marquer leur territoire et de le délimiter, et de pouvoir dire, bon, ben, je suis là, c'est chez moi, donc vous me foutez la paix. Donc, quand on ouvre un terrarium en face d'un serpent qu'on ne connaît pas et qu'il ne nous connaît pas, donc il peut avoir des réactions assez vives, on reste très calme, on ne fait pas de mouvements brusques, hein, c'est pas le but, on ne le stresse pas, on ne le panique pas, parce qu'il peut avoir des réactions qui derrière vont lui engendrer du stress et vous avec.
Donc là vous voyez, je laisse juste le téléphone, je ne rentre absolument pas la main dans le terrarium, et de toute façon vu qu'il va manger chez moi quand ils vont passer au repas, je ne mets pas les mains dans le terrarium pour justement éviter les stress et pour conditionner un peu le comportement. Et voilà. Très très beau serpent, très beau spécimen. On va refermer tout doucement. Hop. Et pour les personnes qui se demanderaient pourquoi est-ce que j'ai ces animaux là chez moi, ces animaux n'ont pas leur place dans des habitations, c'est pas normal tout ça. Alors à ces personnes, j'ai envie de répondre, ces animaux ont leur place chez nous au même titre que vos chats, vos chiens, vos oiseaux, vos poissons. Les serpents dans la nature se font littéralement défoncer par les activités humaines, et là on est sur une espèce qui est protégée et dont le commerce est réglementé. Les boa imperator, les boa constrictor, en fonction des localités, vont être plus ou moins protégés par la CITES, donc c'est une convention internationale, mais aussi par la convention européenne. Et les boas en France sont sous annexe 2B, donc 2 pour la CITES et B pour la convention européenne. Ce qui veut dire que pour avoir un petit animal comme ça, il vous faudra obligatoirement avoir une identification de l'animal par puce ou par photo, et l'enregistrer sur le site de l'IFAP. Et vous voyez, il y a quand même une sacrée différence de couleur entre mes deux spécimens. La femelle est beaucoup plus grise, beaucoup plus claire, et le mâle, lui, est quand même beaucoup plus foncé, enfin, c'est assez marrant. Toi, t'as déjà mangé, ma grosse? Moi, oui, t'as mangé. Vous voyez, c'est des serpents qui sont très calmes. J'approche le terrarium, même si j'approche ma main, j'ai aucune réaction agressive. Et justement pour ce petit bonhomme et pour ma femelle, je suis en train de travailler sur des terrariums naturels. Donc là je suis en train de me faire les plans, me mettre un petit peu sur papier tout ce dont je vais avoir besoin. Parce que j'ai envie de recréer une partie de leur biotope d'origine, même s'ils sont nés en captivité. Et de leur faire vraiment un terrarium super cool. Donc eux, j'ai pour projet de leur faire des terrariums vraiment spacieux, avec une reproduction de base de troncs d'arbres qui part en hauteur, parce que même si adultes ce sont des grands serpents, ça reste des animaux qui sont potentiellement arboricoles, et avec que des plantes, des fougères et des détritivores qui proviennent des régions d'où viennent ces serpents. Bon, du coup, ça fait une bonne quinzaine de minutes que je tourne, donc on va aller voir la proie et on va voir si elle est prête. Et si elle est prête, on va procéder au nourrissage. Alors, pour voir si la proie est prête, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut la toucher avec les doigts. Donc ce que vous faites, une fois que vous l'avez bien touché, vous lavez les mains, parce que vous allez puer la proie, donc le serpent risque de confondre votre main avec la proie. Et question d'hygiène, c'est mieux, ça reste une proie morte, donc vous lavez bien les mains derrière. Donc hop, et là vous voyez ma proie, elle est parfaitement décongelée. Donc ce que je fais pour vider l'eau, je ferme mon bac, je laisse l'eau filtrer. Hop. Je prends mon bac et je me lave un coup les mains. Le moment chiant de la vidéo, moment pas très intéressant. Mais je préfère ça plutôt que de me faire strike par mon serpent bêtement. Hop. Et petite astuce que je vous donne, une fois que vous avez fini, vous pulvérisez un peu de javel et vous laissez agir pour bien désinfecter. Le nourrissage à la maison, personnellement, et ça je l'ai appris grâce à un professionnel du milieu chez qui j'ai fait un stage à l'époque, c'était pour un CAP vente. C'est, premier lieu, je laisse la boîte ouverte histoire que la proie sèche un petit peu et que l'odeur envahisse la pièce. Ça va stimuler le serpent et ça va lui donner envie de bouffer. Là vous voyez, l'animal est calme, il n'est pas tendu, il n'est pas nerveux, c'est pas le bordel. Donc je vais procéder au nourrissage, maintenant que la proie a un petit peu séché. Alors pour le nourrissage, ce que je fais quand ça vient d'arriver à la maison et que je connais pas le comportement au niveau de la chasse, j'essaye de me montrer le moins possible et de stimuler le plus possible l'animal. Donc ce que je fais, c'est que je vais me servir du tronc qui est là
pour pouvoir agiter la proie et qu'il ne me voit pas faire, et le stimuler en lui faisant croire que c'est une proie vivante. Bon, il va sûrement se douter que c'est du mort et ça aura qu'un impact. Mais déjà, d'une, je vais mettre ma main en protection, même si c'est un petit individu, j'ai pas envie qu'il me morde parce que ça va engendrer un stress. Et il y a une chose à savoir, c'est que si le serpent se pète une dent et qu'elle reste coincée dans la mâchoire, ça peut provoquer une infection, donc j'ai pas envie de ça. Et deuxièmement, c'est plus facile pour eux de manger de cette manière-là, enfin c'est ce que j'ai constaté avec mes animaux, c'est que généralement ils déclenchent beaucoup plus facilement quand ils ne me voient pas faire. La petite vitre qui bloque. Ce que je fais, c'est que je prends ma proie qui a bien décongelé. Par l'arrière-train. Voilà. Et je viens taquiner un peu le serpent avec. Alors, le plus chiant, ça va être... Voilà. Et là, vous voyez, ça l'intéresse. Il voit absolument pas ma main, il voit que la proie, voilà. Et vous avez vu comment il a déclenché? Il s'est focus sur la proie et il s'est pas focus sur moi. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais refermer le terrarium tout doucement pour pas casser la constriction et non pas la construction. Et je vais vous mettre en face en timelapse un petit peu accéléré pour que vous puissiez profiter du repas. Bon après, une fois que j'ai donné à manger, je ne reste pas dans la pièce, d'accord? Je sors de ma pièce pour justement éviter d'engendrer un stress inutile à un animal. J'ai pas besoin de le regarder pour savoir comment il va manger. Par contre, ce que je fais, c'est que de temps en temps, je me pointe dans la pièce pour vérifier justement que tout se passe bien, qu'il n'y ait pas de problème avec la proie, qu'il ne l'ait pas explosé, parce que ça peut arriver même si la proie n'est pas trop cuite, qu'il n'y ait pas du substrat qui soit coincé un petit peu bizarrement dans sa gueule, tout ça, donc voilà. Mais je reste pas là derrière le terrarium à le regarder comme un gugus. Bon, ça fait 5 minutes, on va aller voir un petit peu comment il s'en sort. Ok, on est toujours sur une constriction. Bon, faut pas s'étonner, faut pas s'inquiéter. Les boas, c'est des animaux qui sont assez longs à manger. Ah, je pense qu'elle est terminée, je l'ai vu bouger. Ouais. Il va commencer à manger. Bon, on va le laisser manger tranquille, on reviendra après. On va rechecker tout ça. Je vois la caméra qui a commencé à manger sa proie. Non. Elle est posée par terre. Ça peut arriver. Il faut surtout pas paniquer. Ce que je fais dans ces moments-là, c'est que je plonge le serpent dans le noix et je le laisse faire sa vie tranquille. Donc là, vous voyez, hop, j'ai éteint son terra et je vais finir la vidéo à l'extérieur pour lui foutre la paix. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les aléas de la terrarium. Mais il faut absolument pas paniquer, ça arrive. Là, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans le noir comme je vous ai dit. Je suis sorti de la pièce, je l'ai laissé tranquille. Si jamais votre serpent refuse de manger, c'est-à-dire qu'il fait une constriction mais qu'il ne mange pas, c'est pas grave, vous lui foutez la paix, vous n'insistez pas, vous essayez pas de le retitiller avec la proie, de le gaver, tout ça, non. Allez pas engendrer encore plus de stress que ce qu'il subit déjà, ok? Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer ce phénomène. La mue, potentiellement, qu'il est en train de me faire parce qu'effectivement il s'est un peu terni, le changement d'environnement, tout simplement le fait de ne pas avoir faim, ça peut arriver aussi. Mais là, étant donné qu'il m'a quand même fait une constriction, il y a une chance sur deux pour qu'il mange. Donc je vais lui foutre la paix et j'y retournerai dans quelques temps pour voir ce qui se passe. Bon, du coup, ça fait une petite heure que je l'ai laissé, donc on va voir s'il a mangé. Hop.
Et bah oui, il a mangé sa proie. Vous voyez, il s'est calé là. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais intervenir tout tranquille dans le terrarium. Le but n'étant pas de le stresser, j'ai pas envie de régurgitation. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser le téléphone, je vais remettre sa cachette au bon endroit, comme ça il pourra aller sous dessous, et je le laisse tranquille. Voilà, donc l'intervention a duré 10 secondes, et vous voyez, déjà ça l'a mis en situation de stress. Là il est en mode défensif, il est en mode fous-moi la paix, laisse-moi tranquille. Donc j'ai remis sa cachette au même endroit qu'elle était, et maintenant je vais le laisser tranquille digérer. Et le but du jeu maintenant, c'est de sortir de son champ de vision. Alors, comme je vous le disais la dernière fois, moi je déconseille de laisser des proies décongelées dans le terrarium toute une nuit. C'est un nid à bactéries et ça risque de refiler des saloperies à votre animal. Et en plus, ça risque de puer dans votre pièce, donc franchement, ne faites pas ça. Et ce que je viens de vous montrer avec la boa, ça fonctionne à peu près avec toutes les espèces de serpents. Je fais ça avec mes pitons, c'est pareil. Si je leur fous la paix, j'ai 98% de chance pour que derrière, ils mangent. Donc j'ai absolument aucun problème de nourrissage. Une fois que vous avez fini de nourrir votre serpent, qu'est-ce que vous faites? Et bien déjà, vous allez vous laver les mains. Pour ma part, c'est déjà fait. Ensuite, la boîte dans laquelle vous avez fait décongeler, vous allez la nettoyer un coup, c'est très important, ça évitera la prolifération de bactéries et de moisissures dans la boîte. Et vous la laissez à sécher, d'accord? C'est hyper important. Pareil pour le matériel, vous le désinfectez impérativement après chaque repas. Ça évite la prolifération de bactéries qui peuvent être nocives pour votre animal. C'est des règles de base dans le maintien de ces animaux-là. Il faut toujours nettoyer derrière vous le matériel, vos mains, tout ce qui est en contact avec ces animaux. Et vous voyez, ce petit fumier, il surveille. Hein. Il sait que je suis là. Il sait que je suis là. Donc bon. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais terminer la vidéo, je vais sortir de la pièce et puis je vais le laisser tranquille. Moi, il y a juste un truc qui me choque avec les boas, c'est qu'on entend souvent parler de terrariophiles qui en viennent à nourrir des adultes avec des lapins de plusieurs kilos. Alors, je ne suis pas contre le fait de nourrir un boa avec un lapin de plusieurs kilos, mais étant donné que ce sont des animaux qui ne se dépensent pas autant que dans leur milieu naturel, je trouve que l'apport nutritionnel est un peu énorme par rapport à leur activité physique en captivité. Et c'est ce qui donne aujourd'hui des serpents de très grande taille et obèses. Et l'obésité pour les serpents, c'est vraiment pas bon, c'est quelque chose qui va les tuer plus vite. Vous allez raccourcir l'espérance de vie de votre animal en le rendant obèse. Et il y a plusieurs espèces qui sont sujettes à l'obésité et le boa n'y échappe pas. Donc faites attention, moi je préfère nourrir avec des proies plus variées, mais qui vont avoir un apport nutritionnel plus en adéquation avec leurs dépenses énergétiques en captivité et ne pas rendre mes animaux obèses et malades. Alors, si jamais vous voulez vous lancer dans le boa et débuter avec du boa, déjà renseignez-vous bien, comme je vous le dis toujours, vous trouverez toujours beaucoup plus de renseignements viables dans des bouquins que sur internet ou sur des groupes. Évidemment, vous trouverez de très bonnes informations, mais il y a des questions très basiques qui peuvent avoir des réponses dans ces bouquins. Donc n'hésitez pas à vous les procurer. Surtout, vous avez des éditions de livres en français qui sont pas très chers, je crois que c'est 14,90 €, qui vous permettront de pouvoir en apprendre beaucoup plus sur ces serpents et vous aideront à bien débuter. J'avais posté un short où je vous montrais un petit peu ce qui était arrivé à la maison. Bon, j'ai pas eu de réponse. Donc moi je vais vous la donner la réponse. Ces feuilles d'eucalyptus que j'ai reçues, ça va être pour le terrarium bioactif de mon Morelia spilota SSP. C'est une espèce originaire d'Australie, donc on va recréer un biome australien et j'ai hâte de vous montrer le résultat. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que vous aurez pu en apprendre un petit peu plus sur les boas. Si jamais ça vous plaît, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, même vous abonner si ça vous fait plaisir. Moi ça me fera extrêmement plaisir. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures dans le monde fascinant des serpents. A plus, ciao!